Je suis au lit, mais ce n'est pas la fin. Je m'appelle James Carter, j'ai 45 ans. Il y a 3 mois, je valais presque 7 millions de dollars. Propriétaire d'une entreprise d'électricité qui cartonnait, je vivais dans une baraque de 6 chambres en banlieue, 2 enfants qui finissaient la fac. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment le fait de tout perdre m'a mené à un truc qui a chamboulé toute ma vie. Quand mon ex, Michel, et son mec avocat m'ont pris jusqu'au dernier centime et m'ont ri au nez, j'ai cru que c'était fichu pour moi. Mais parfois, les pires crasses se transforment en la meilleure chose qui puisse vous arriver. Et parfois, Dieu agit de manière qu'on ne comprend qu'après. J'étais planté dans le couloir du tribunal après la décision du juge. Michel avait les bras enroulés autour de la taille de Carl Peterson, et elle me disait que j'étais un loser. 22 ans de mariage, et je n'ai rien vu venir. Un sacré homme d'affaires que tu as fait, a-t-elle dit, avec un sourire de vipère. Carl s'est contenté de ricaner, en ajustant son costume italien de luxe, sans dire un mot. On dirait que c'était devenu personnel, hein? Ils ont tous les deux ri, et ça a rebondi sur les murs comme un couteau qui se tord dans mon bide. J'étais là, dans mon seul costume correct, à les regarder s'éloigner avec tout ce que j'avais bâti pendant 2 décennies, à partir de rien. L'entreprise que j'avais lancée dans un garage. La maison où mes enfants ont fait leur premier pas. Les 6 700 000 $ d'économies que j'avais péniblement mis de côté. Même la garde d'Alex et Emma, mes jumeaux de 19 ans dans des universités chères. Michel a crié par-dessus son épaule, « Traîne-moi en justice si t'es pas content. » Et elle a ri. Je ne pouvais plus me payer d'avocat, n'est-ce pas? Elle était intouchable maintenant parce que Carl s'était assuré qu'elle le soit avec des mois de paperasse juridique à la con. 3 mois après ce jour, il ne me restait plus qu'1 millier de dollars, je vivais dans un studio qui sentait le moisi, la défaite et le curry du restaurant d'en bas. C'est là que je me suis souvenu d'un vieux compte d'épargne que mon grand-père, Robert, avait ouvert quand je suis né. Il y avait probablement 50 balles dessus, peut-être qu'il avait été fermé il y a des années à cause de fusion de banques. Mais je me suis dit que j'allais vérifier, peut-être le fermer et m'acheter un repas décent pour une fois. Mais quand la guichetière a affiché le compte, son visage est devenu blanc. Elle a appelé son responsable, les mains tremblantes. Ils ont tous les deux regardé l'écran comme s'ils avaient vu un fantôme. C'est là que j'ai su qu'il se passait un truc de dingue. Le responsable a à peine chuchoté quand il m'a dit que le compte générait des intérêts composés depuis 1960. Il a tourné l'écran vers moi, et ce que j'ai vu m'a coupé les jambes. Ma vue s'est brouillée. La femme qui pensait m'avoir détruit. L'avocat qui pensait avoir gagné. Il n'avait aucune putain d'idée de ce qui allait arriver. Parce que mon grand-père, un ouvrier d'usine qui n'a jamais gagné plus de 15 000 $ par an, tendait la main depuis sa tombe pour sauver son petit-fils de la manière la plus folle possible. Laissez-moi revenir en arrière et vous dire qui j'étais avant que tout ne parte en vrille. C'est la seule façon pour vous de comprendre à quel point j'ai chuté et à quel point j'étais aveugle à ce qui se passait juste sous mon nez. Carter Electrical Supply a commencé dans un garage loué dans le Queens en 2004. J'avais 25 ans, un diplôme de commerce, une femme enceinte et exactement 12 000 $. Mon père, Henry, m'avait laissé ça quand il est mort d'une crise cardiaque. Tous les matins à 4h30, j'embrassais le ventre de Michel et je conduisais jusqu'à ce garage. J'organisais les trucs, je vérifiais les stocks, je préparais les commandes jusqu'à ce que mes premiers clients arrivent vers 6h. Les entrepreneurs savaient qu'ils pouvaient compter sur moi pour avoir ce dont ils avaient besoin, quand ils en avaient besoin, à un prix raisonnable. Tu vas te tuer au travail, disait Michel à l'époque, en me massant les épaules pendant que j'étais penché sur les comptes à la table de la cuisine tard dans la nuit. Les bébés ont besoin d'un père, pas seulement de quelqu'un qui paie les factures. Les bébés, c'était Alex et Emma, des jumeaux qui sont arrivés pendant une tempête de neige en novembre qui a paralysé la moitié de la ville. Je me souviens avoir tenu ces minuscules êtres parfaits pour la première fois et leur avoir promis de leur donner tout ce que je n'avais jamais eu. Mon enfance n'était pas pauvre, à proprement parler, mais on vivait toujours au jour le jour, toujours à s'inquiéter. Mon grand-père, Robert, a travaillé à la chaîne de montage de l'usine Ford pendant 40 ans sans interruption. Mon père était superviseur de la maintenance dans un hôpital. Du bon, honnête et dur labeur, mais jamais assez pour arrêter l'inquiétude constante concernant l'argent et les factures. Au moment où les jumeaux ont eu 10 ans, j'avais déménagé l'entreprise dans un entrepôt de 1400 mètres carrés avec des quais de chargement et une climatisation. On avait 32 employés à ce moment-là, dont mon frère Danny, qui s'occupait de nos camions de livraison, et mon cousin Franck, qui gérait les comptes commerciaux. Tous les jeudis matins,
je rencontrai Walter Drummond, mon comptable, au Murphy's dîner sur Fordham Road. Il étalait les rapports entre notre café et nos œufs brouillés, en me disant que j'avais construit quelque chose de spécial. James, la plupart des entreprises échouent dans les 5 premières années, disait-il, en tapotant les chiffres avec son stylo. 16 ans bien sonnés maintenant, et une croissance de 20% par an. Tu devrais être fier. Ces chiffres n'étaient pas juste bons, ils étaient incroyables. On avait décroché le gros contrat avec le groupe Brennan Construction, le plus gros constructeur commercial de toute la région des 3 États. Ce seul compte rapportait 2 millions de dollars par an, stable. Si on ajoutait tous nos autres clients commerciaux et la vente au détail, on atteignait un chiffre d'affaires total de 8 millions de dollars par an. Après les dépenses, les charges sociales et les investissements judicieux grâce à Walter, j'avais réussi à économiser un joli 6 700 000 dollars. Notre maison dans le Westchester était tout ce dont Michel avait rêvé quand on était jeune, fauché et qu'on galérait. 6 chambres, 4 salles de bain complètes, une belle piscine creusée et une cuisine de chef qu'elle avait refaite 3 fois au fil des ans, à prix d'or. Elle avait démissionné de son poste d'hygiéniste dentaire après que Alex et Emma aient commencé l'école primaire. Elle s'était consacrée à gérer notre présence sociale et à tisser les bons liens, comme elle disait. Le country club, ce n'est pas juste le golf, Ray, me disait-elle chaque fois que je remettais en question les frais d'adhésion. C'est là que les vraies affaires se concluent. Là où se créent les bonnes relations qui peuvent vraiment aider ton entreprise à grandir. Elle avait probablement raison, car plusieurs gros contrats étaient arrivés de cette façon. Des types que j'avais rencontrés lors d'événements au club, bien que j'aie à peine le temps d'y aller moi-même. Avec mon emploi du temps chargé, Michel allait à tous les déjeuners de femmes, aux galas de charité, aux dégustations de vin, aux événements de collecte de fonds. Elle rentrait à la maison en parlant de tel ou tel membre. Leur résidence secondaire dans les Hamptons, leur voyage en Europe, leurs voitures et bijoux coûteux. Le nom de Carl Peterson a commencé à apparaître dans ces histoires environ 2 ans avant que tout ne m'explose à la figure. Son cabinet s'occupe de tous les divorces de personnes fortunées dans la région, a-t-elle mentionné avec désinvolture un soir à dîner. Associé à seulement 35 ans. Tu imagines un tel succès? Je ne pouvais pas l'imaginer parce que j'étais trop occupé à travailler réellement pour développer mon entreprise. Ma journée typique commençait à 5 heures du matin et ne se terminait pas avant 8 heures du soir. Le samedi, je passais mon temps à faire de la paperasse et l'inventaire. Le dimanche était censé être un jour en famille, mais le plus souvent, on m'appelait pour une urgence qui nécessitait mon attention immédiate. Une canalisation qui éclate sur un chantier important, une livraison retardée, une panne d'équipement. Toujours quelque chose qui me ramenait au travail. Toujours une autre crise qui exigeait mon temps et mon attention. Alex était à Boston College, étudiant l'administration des affaires, suivant mes traces. Emma était à NYU, étudiant le marketing et la communication. Les frais de scolarité pour les deux s'élevaient à 140 000 dollars par an, mais je les payais sans me plaindre. C'étaient de bons enfants, des enfants intelligents avec un avenir prometteur. Ils m'envoyaient parfois des textos, surtout pour demander de l'argent pour des livres ou des dépenses, parfois juste pour dire bonjour. Michel s'occupait de la plupart des aspects parentaux, tous les appels concernant les notes, les relations, les projets de week-end et les problèmes. Une fois, j'ai entendu Emma dire à son ami sur haut-parleur que papa était toujours au travail et que maman disait qu'il aimait plus cet entrepôt que nous. Ça m'a fait mal, mais je me suis dit que je construisais quelque chose pour leur avenir, que je sécurisais leur vie chaque jour de 16 heures, chaque récital ou match manqué, chaque voyage en famille que je reportais pour des urgences professionnelles. Tout cela était un investissement dans leur future sécurité. L'entreprise leur appartiendrait un jour. L'argent garantirait qu'ils ne galèrent jamais comme moi en grandissant. Mon père était mort depuis 5 ans à ce moment-là, mais parfois, j'entendais encore sa voix dans ma tête, personne n'a jamais regretté sur son lit de mort de ne pas avoir passé plus de temps au bureau, fiston. Mais j'avais repoussé cette voix, ainsi que la distance croissante que je pouvais voir dans les yeux de Michel et la façon dont elle avait commencé à rentrer de plus en plus tard, à boire plus de vin, à traiter notre chambre comme une chambre d'hôtel. Elle ne faisait que passer. Je pensais qu'on construisait un empire ensemble, en tant que partenaire. Je ne réalisais pas qu'elle planifiait activement sa démolition avec un autre homme. Le mardi 14 mars est gravé dans ma mémoire pour toujours. J'ai quitté l'entrepôt tôt pour une fois, vers 3 heures de l'après-midi, parce que c'était notre 22e anniversaire de mariage, et je voulais faire quelque chose de spécial. J'avais 2 douzaines de roses rouges assises sur le siège passager et des réservations chez Laurent,
l'endroit français chic où nous nous étions fiancés toutes ces années auparavant, quand nous étions jeunes et pleins d'espoir. La première chose que j'ai remarquée en arrivant à notre maison, c'est la BMW noire de Karl garée là, dans mon allée. Je connaissais cette voiture parce que Michel me l'avait montrée au Country Club à peine 2 mois plus tôt, en s'extasiant sur l'intérieur en cuir personnalisé et le prix à 6 chiffres. La deuxième chose que j'ai remarquée, c'est que les rideaux de notre chambre étaient tirés, ce qui était bizarre en pleine semaine, l'après-midi. Debout dans mon propre hall d'entrée, des roses à la main, j'écoutais les bruits venant de l'étage. Ma chambre, mon lit, ma femme. Le rire, c'est ce qui a fini par me faire bouger vers l'escalier. Pas un rire coupable ou nerveux, non, un rire confortable, familier, comme si ça durait depuis si longtemps que c'était devenu une routine. Mais je ne suis pas monté les confronter, ni déboulé à l'étage. Au lieu de ça, je suis ressorti et je me suis assis dans mon pick-up pendant 3 heures, à observer et à attendre. Karl a quitté ma maison à 6h30, embrassant ma femme pour lui dire au revoir sur le pas de ma porte comme si c'était chez lui et elle lui appartenait. Michel a fait un signe de la main depuis l'entrée, portant ce peignoir en soie que je lui avais offert à Noël, lui souriant comme une adolescente. Quand je suis finalement rentré à 8h, elle était fraîchement douchée et sentait le savon de luxe, le café était en train de chauffer, elle fredonnait un air. « T'es en retard » a-t-elle dit, sans même lever les yeux de la cuisinière. Anniversaire ou pas? T'aurais pu prévenir. De l'irritation dans sa voix. Je n'ai rien dit. Je suis resté là, planté, avec mes roses fanées, et là, ça m'a frappé tout mon mariage n'avait été qu'un mensonge. Le lendemain matin, à la première heure, 9h15 pétante, les papiers du divorce sont arrivés. J'étais en plein milieu d'une réunion d'équipe super importante quand l'huissier a fait irruption dans la salle de conférence, avec une enveloppe manille. Mes 32 employés ont assisté à la scène, en silence complet, pendant qu'on me remettait les documents qui allaient réduire à néant tout ce que j'avais mis 20 ans à construire de toutes pièces. Danny, mon frère, a bondi comme s'il allait jeter le type dehors, mais je lui ai fait signe de se rasseoir. Mes mains étaient étonnamment stables quand j'ai déchiré l'enveloppe et commencé à lire. Michel ne demandait pas juste un simple divorce. Elle affirmait que je l'avais abandonné, que je l'avais maltraité émotionnellement, manipulé financièrement, que j'avais dissimulé des biens, et même que je l'avais trompé. Tout ce qu'elle disait était un pur mensonge, inventé de toutes pièces. Mais ça n'avait pas d'importance. Karl avait concocté un chef-d'œuvre de destruction juridique. La première rencontre avec les avocats a eu lieu dans le bureau d'angle de Karl, au centre-ville, une démonstration de force pour me montrer qui menait la danse. Michel était assise à côté de lui, dans un tailleur de marque tout neuf, avec des boucles d'oreilles en diamant que je ne lui avais jamais vues, qui captaient la lumière. Elle ne voulait même pas me regarder. Karl a commencé en disant que sa cliente souffrait en silence depuis des années. Mes habitudes de bourreau de travail, mon détachement émotionnel, le fait de faire passer l'argent avant la famille, il a tout énuméré. Nous avons des tonnes de preuves qui remontent à 5 ans, a-t-il dit, avec un calme olympien. Mon avocat, Paul Redfield, a demandé, quelles preuves exactement? Karl a sorti toute une boîte de dossiers des journaux que Michel était censé avoir tenus, en notant chaque détail de la façon dont je l'avais négligé. Des photos de moi au travail pendant des événements familiaux, des relevés bancaires qu'elle disait montrer des virements douteux vers des comptes cachés, même des déclarations sous serment de membres du Country Club disant qu'ils m'avaient vu être dominateur et verbalement agressif envers elle. Tout ça est inventé, ai-je dit, ma voix se brisant. Michel, dis-leur que tout est faux. Elle a finalement posé les yeux sur moi, et son regard était froid comme la glace. Le seul mensonge, a-t-elle dit lentement, c'est moi qui ai fait semblant que notre mariage comptait pour toi, Ray. Karl m'a aidé à enfin voir ton vrai visage. L'expert comptable qu'ils avaient engagé pour examiner mes finances était le cousin de Karl, mais on ne l'a découvert que bien plus tard. Il a déclaré, de manière tout à fait convaincante, que j'avais dissimulé des biens, viré de l'argent à l'étranger sur des comptes secrets et sous-évalué la valeur de l'entreprise pour escroquer Michel. Chaque fois que je démentais quelque chose, ça me coûtait des milliers de dollars de plus en frais juridiques. Chaque document que je devais déterrer prenait de plus en plus de temps et d'argent, et j'étais rapidement à court. Paul était complètement dépassé, surclassé par les ressources de Karl et, je pense, effrayé par la réputation de Karl au tribunal des affaires familiales. Pendant une courte pause, Paul m'a tiré à part. Il demande la garde exclusive des jumeaux, a-t-il dit, même s'ils ont 19 ans. Ça change vraiment le montant de la pension alimentaire. Je n'en revenais pas à comment peut-elle obtenir la garde adulte, ai-je demandé. Paul a répondu,
ils sont toujours à l'université, donc ils sont à charge. Carl connaît toutes les failles du droit de la famille. Il joue aussi au golf avec le juge Brennan, a-t-il ajouté discrètement. Le juge Martin Brennan, pour qui j'avais effectivement voté, croyant toutes ses promesses de justice, d'équité, de valeur familiale. Mais assis dans cette salle d'audience jour après jour, le voyant approuver Carl et rejeter les objections de Paul, j'ai compris que la justice était juste une autre chose qu'on pouvait acheter si on connaissait les bonnes personnes. Michel pleurait parfaitement, sur commande, racontant à quel point j'étais censé l'avoir maltraité. Comment je l'avais coupé de ses amis, contrôlé tout l'argent et l'avais fait se sentir inutile. La femme qui avait dépensé 40 000 $ pour refaire notre cuisine 3 fois affirmait que je l'avais gardée prisonnière d'un mariage sans amour. Alex et Emma ont tous les deux envoyé des lettres disant que j'avais été totalement absent de leur vie, choisissant toujours le travail plutôt que la famille, jamais là pour les choses importantes. Ces lettres me transperçaient comme des coups de couteau dans les côtes, une par une. L'audience finale a duré 6 heures d'une brutalité inouïe. Carl m'a dépeint comme un monstre qui avait caché des millions tout en torturant émotionnellement sa famille pendant des années. Le verdict du juge Brennan est tombé, implacable et sans appel. Michel a eu la maison, l'entreprise dans son intégralité, toutes les économies et les placements, ainsi que la garde exclusive des enfants, avec une pension alimentaire maximale, calculée sur mes anciens revenus. Il ne me restait que les vêtements que j'avais sur le dos et une Honda Civic de 20 ans que j'avais gardée dans le garage parce que c'était ma première voiture. C'est ça, la vraie justice, a déclaré Carl assez fort pour que tout le monde dans le couloir l'entende. Puis, plus bas, juste pour moi, il s'est penché et a chuchoté, « Au fait, elle est délicieuse. » Ils ont ri tous les deux et se sont éloignés, bras dessus bras dessous. Le studio sur Belmont Avenue coûtait 800 $ par mois et offrait une vue imprenable sur un mur de briques et l'odeur constante et omniprésente du curry du restaurant indien en bas. Après 3 longs mois là-bas, j'avais mémorisé chaque tache d'eau sur le plafond, chaque fissure dans les murs. Chaque heure, le bébé de l'étage pleurait et pleurait. Mon régime alimentaire se limitait à des nouilles ramen instantanées, des sandwichs au beurre de cacahuètes sur du pain bon marché et tout ce qui était en promotion au Dollar Store. Le pire, ce n'était même pas d'être fauché. C'était comme si je n'existais plus. Les gens avec qui je travaillais avant traversaient la rue pour m'éviter. Les types du country club? Ils faisaient comme s'ils ne me connaissaient pas à la station-service. Même Danny, mon propre frère, devait rester à l'écart. Michel l'avait gardé à la boîte, et il avait vraiment besoin de ce boulot pour s'occuper de sa famille. On s'est vu une fois, en secret, sur une aire d'autoroute loin de la ville. Il a chuchoté, « Je suis vraiment désolé, mec. Michel surveille tout. Carl l'a convaincu que tu vas te venger. Si je me fais prendre à te parler, même une seule fois, je suis viré. Mon compte en banque ? 1043 $ et 17 cents. Le tribunal prenait 70% de mon salaire de l'entrepôt. Tout ça pour la pension alimentaire et les arriérés. Le juge Brennan a basé les versements sur ce que je gagnais avant, pas sur la situation actuelle. Paul a essayé de faire modifier ça, mais ça impliquait de payer encore un acompte important. Argent que je n'avais pas. Alex refusait toujours de me parler, ne répondait pas à mes appels ou à mes textos. Emma a décroché une fois, en pleurs. Elle a dit que maman lui avait montré des preuves de mes liaisons. Des comptes bancaires aux îles Caïmans à mon nom. Des trucs qui n'étaient pas vrais, mais Carl a réussi à les faire paraître réels. J'étais complètement seul. 45 ans, et plus seul qu'à 25 ans. Sauf que maintenant, j'étais vieux et fatigué. C'était un jeudi soir quand j'ai commencé à fouiller dans le vieux box de stockage. Michel n'était pas au courant. Je l'avais loué il y a des années au nom de mon père, après sa mort, pour y entreposer ses affaires. Surtout des bricoles, des outils rouillés, des albums photos, des cartes de baseball qui ne valaient rien. Mais dans une boîte à chaussures étiquetée, papiers importants, de l'écriture de mon père, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait m'asseoir lourdement sur le sol en béton. Un livret d'épargne de First National Trust, daté du 15 janvier 1960. Le nom sur le compte était le mien, James Robert Carter. Le premier dépôt était de 50 $. Agrafé, il y avait une note de l'écriture de mon grand-père, pour l'avenir de mon petit-fils. N'y toucher qu'en cas d'extrême nécessité. Signé, Robert Carter. Je me souvenais un peu de l'histoire, de quand j'étais petit. Grand-père Robert avait ouvert le compte quand je suis né, son premier petit-fils. 50 $, c'était toute une semaine de salaire pour lui à l'époque.
Mon père en parlait de temps en temps, mais on avait pensé que le compte était clôturé ou disparu après toutes les fusions bancaires depuis 1960. First National Trust avait été racheté par Commerce Bank, puis République fédérale, puis Chase. Le livret ne valait probablement rien, juste une vieille relique. Mais assis là, entouré des affaires de mon père, j'ai eu l'impression que je devais vérifier. Honorer mon grand-père en quelque sorte. C'était un homme simple, il avait travaillé sur la chaîne de montage de l'usine Ford pendant 40 ans. Il est mort quand j'avais 10 ans, mais je me souvenais de ses mains, balafrées et fortes, et de la façon dont il me glissait $1 quand mes parents ne regardaient pas, économise la moitié, dépense la moitié, disait-il en souriant. Le temps fait fructifier l'argent, James. Souviens-toi de ça. Le lendemain matin, j'ai mis ma dernière chemise correcte, celle pour les entretiens d'embauche, et je suis allé à l'agence Chase qui était First National Trust autrefois. Le bâtiment était tout en verre et en acier maintenant, rien à voir avec la vieille banque en briques que mon grand-père connaissait. La caissière, Patricia, était jeune et professionnelle. Elle a souri. Comment puis-je vous aider? J'ai fait glisser le livret sur le comptoir, j'ai dit que j'avais un très vieux compte de 1960 et que je voulais le clôturer, s'il existait encore. Patricia a froncé les sourcils en regardant le livret, a tapé quelque chose, a encore plus froncé les sourcils. Laissez-moi vérifier dans notre système d'archives, a-t-elle dit. Encore des frappes. Son visage est passé de la confusion à la surprise, puis au choc. Elle m'a demandé d'attendre 1 minute. Elle devait aller chercher son responsable. Super, me suis-je dit. Ils vont me dire que le compte est revenu à l'état il y a des années, ou qu'il a été clôturé parce qu'il était inactif. Encore une impasse. Patricia revint avec Theodore Grayson, le directeur de la succursale. Il avait l'air d'avoir tout vu en 30 ans de carrière bancaire, mais son visage disait qu'il n'avait jamais vu ça. Il demanda, calme et professionnel, si je pouvais le suivre dans son bureau. Il fallait qu'on parle du compte en privé. Je le suivis, l'estomac noué. Quoi que ce soit, je pouvais y faire face. Après tout le reste, qu'était une déception de plus? Mais en passant devant les guichets et les caméras, je vis les mains de Théodore trembler alors qu'il tenait le livret de mon grand-père comme si c'était de l'or. Le bureau de Theodore Grayson était décoré de boiseries et de cuir luxueux, et les murs étaient couverts de récompenses. Il me dit de m'asseoir, puis posa le livret de mon grand-père sur son bureau comme si ça pouvait exploser. Son écran d'ordinateur était tourné dans la direction opposée, et je le vis taper frénétiquement sur le clavier. Son visage devint de plus en plus stupéfait à chaque touche. Monsieur Carter, commença-t-il, puis s'arrêta, s'éclaircit la gorge, et réessaya, plus prudemment cette fois. Ce compte est incroyable. Votre grand-père n'a pas simplement ouvert un compte d'épargne ordinaire en 1960. Il a ouvert un compte croissance Century. C'était une offre vraiment spéciale de First National Trust, mais seulement pendant une courte période en 1960. Il attrapa une calculatrice et un bloc-notes, gribouillant des chiffres avec un stylo en or. Le compte a été mis en place spécifiquement avec des intérêts composés à 7,5% chaque année. Il était bloqué, intouchable, pendant au moins 45 ans. La banque devait honorer ce taux, peu importe le nombre de fusions ou quoi que ce soit d'autre, car c'était contractuel. Personne ne pouvait y toucher, pas même vous, avant que vous n'ayez exactement 45 ans. J'ai eu 45 ans il y a 3 mois, dis-je, la bouche soudainement sèche comme de la craie. Exactement, dit Théodore, en me regardant droit dans les yeux. Le compte est devenu légalement vôtre en janvier, monsieur Carter. Vous réalisez même ce que sont les intérêts composés sur une très longue période. Ouais, en théorie, dis-je. Théodore tourna lentement son écran d'ordinateur pour que je puisse le voir. Ce n'est pas de la théorie, dit-il doucement. C'est votre solde actuel réel. Le nombre à l'écran ne voulait tout simplement pas s'imprimer dans mon cerveau. Je clignai des yeux plusieurs fois, comptai tous les chiffres, clignai à nouveau. 4 847 539 $ et 28 cents. C'est impossible, murmurai-je. Il n'y avait que 50 balles. 50 $ à 7,5% d'intérêt composé pendant 64 ans, monsieur Carter, expliqua Théodore, avec une patience infinie. Il fit apparaître un tableau détaillé montrant comment il avait augmenté année après année. Votre grand-père a choisi le truc parfait au moment parfait. À la 20e année, il valait 212 $. À la 40e année, il valait 8 905 $. La vraie magie s'est produite au cours des 20 dernières années.
Une pure croissance exponentielle. Mes mains tremblaient comme des feuilles maintenant. C'est vraiment à moi, demandai-je. Pas d'erreur? Aucune erreur, dit Théodore. Mais, monsieur Carter, ce n'est pas tout. Il ouvrit un classeur et en sortit un dossier qui avait l'air aussi vieux et jauni que le livret. Votre grand-père a également mis en place ce que nous appelons un avenant d'investissement à ce compte. En 1965, il a dit à la banque d'acheter exactement 100 $ d'actions dans une petite entreprise textile appelée Berkshire Hathaway. Toute la pièce sembla se pencher. Berkshire Hathaway, réussis-je à articuler. La société de Warren Buffett? La même, dit Théodore avec un petit sourire. En 1965, ces actions coûtaient environ 19 $ chacune. Votre grand-père a acheté 5 actions au total. Aujourd'hui, après un certain nombre de fractionnements d'actions et 60 ans de génie de Warren Buffett, ces 5 actions originales valent environ 8 200 000 $. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais même plus respirer correctement. Théodore me versa de l'eau dans un verre chic sur son bureau, et je la bus sans rien goûter. Votre grand-père a laissé des instructions très précises, continua Théodore, fouillant dans le dossier et en sortant une enveloppe jaunie avec mon nom dessus, écrit à la plume. Cette lettre devait vous être remise lorsque vous auriez accès au compte. Mes doigts tremblaient tellement que je pouvais à peine ouvrir l'enveloppe. À l'intérieur, dans la calligraphie soignée de mon grand-père, se trouvait une lettre. Cher James, si tu lis ceci, tu as atteint l'âge de la sagesse et tu te trouves dans un besoin impérieux. Je ne savais rien de ton avenir lorsque j'ai écrit ceci, seulement que la vie a de terribles tempêtes et que chaque homme a besoin d'un refuge sûr. Ton père, Henry, est un homme bon, mais il pense petit. Toi, je crois, tu penseras plus grand. Mais même les grands penseurs peuvent être abattus par des circonstances qu'ils ne peuvent pas contrôler. Je suis un homme simple qui a appris 3 choses. Premièrement, l'argent n'est pas la richesse. Le temps l'est. Deuxièmement, ce qui est caché ne peut pas être volé. Troisièmement, un homme qui semble n'avoir rien est souvent plus riche qu'un homme qui montre tout. J'ai choisi Berkshire Hathaway parce que j'ai rencontré un jeune homme nommé Warren lors d'une visite d'usine qui parlait de bon sens sur la valeur et la patience. Peut-être que ça ne mènera à rien. Peut-être que ça mènera à tout. Sers-toi de ce don avec sagesse. Ne fais jamais totalement confiance à personne, pas même à ceux qui partagent ton lit. Le monde est rempli de Karl Peterson et de Michel, même s'ils portaient d'autres noms à mon époque. Ton grand-père, Robert Carter. PS ne montre jamais toutes tes cartes, James. Jamais. J'ai levé les yeux vers Théodore, les larmes brouillant ma vue. Il savait, ai-je dit, stupéfait. D'une manière ou d'une autre, il savait que ça allait arriver. Théodore a dit doucement, il y a encore une chose très importante que tu dois savoir. Les instructions du compte stipulaient très clairement que si quelqu'un essayait d'y accéder avant ton 45e anniversaire, il perdrait tous les intérêts et les gains de l'investissement. Le compte reviendrait simplement au dépôt initial de 50 $. Si ton ex-femme avait découvert ça pendant le divorce et avait essayé de le réclamer, elle aurait tout détruit. Le timing devait être parfait. L'ironie m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Michel et Karl avaient été si méticuleux, si sûrs d'avoir trouvé le moindre centime. Ils avaient embauché des comptables coûteux, vérifié tous les comptes bancaires que j'avais jamais eus, suivi chaque transaction pendant des années. Mais ils n'ont jamais pensé à chercher quelque chose d'ouvert avant même ma naissance, caché à la vue de tous sous des années de poussière et de fusion bancaire. Qu'est-ce que je fais maintenant, ai-je demandé à Théodore. Tout d'abord, nous allons te mettre en contact avec notre équipe de gestion de patrimoine privé immédiatement, a-t-il dit. Deuxièmement, je te suggère vraiment de parler à nos avocats fiscalistes et conseillers financiers recommandés. Il a souri un peu. Troisièmement, tu devrais peut-être garder ça très discret jusqu'à ce que tu aies fait tous tes plans. J'ai pensé au rire méchant de Michel, au sourire suffisant de Karl, au coup de marteau du juge Brennan comme si je n'étais rien. Oh, je vais me faire tout petit, monsieur Grayson. Très discret. Je suis sorti de cette banque un homme complètement différent de celui qui y était entré 2 heures auparavant. Pas seulement à cause de l'argent, même si ça changeait ma vie, mais parce que j'ai enfin compris ce que mon grand-père essayait de me dire depuis toutes ces années. Le vrai pouvoir, ce n'est pas ce qu'on affiche. C'est ce qu'on cache jusqu'au moment idéal. Pendant 2 semaines entières, je suis resté dans ce studio, à manger des nouilles instantanées, à aller à mon boulot d'entrepôt, à faire comme si j'étais complètement à bout. Je n'ai dit à personne au sujet du fric qui dormait sur mes nouveaux comptes. Au lieu de ça,
j'ai rencontré discrètement Arthur Blackstone, l'avocat le plus flippant de New York, et tenez-vous bien, l'ancien mentor de Carl Peterson. Carl était mon protégé, m'a dit Arthur lors de notre première réunion secrète dans son Penthouse, avec vue sur la ville. Intelligent, impitoyable, zéro éthique. J'attendais la bonne affaire pour lui donner une leçon dont il se souviendrait. Le détective privé d'Arthur a tout déterré. Carl et le juge Brennan n'étaient pas juste des partenaires de golf. Ils avaient une combine et des faveurs contre de l'argent. Le comptable qui a témoigné contre moi? Le cousin de Carl. Il avait menti sur ses qualifications et falsifié des preuves dans des tonnes d'affaires. Michel trompait depuis 3 ans, pas seulement avec Carl, mais avec 2 autres types du country club. Nous déposons une plainte pour fraude, faute professionnelle judiciaire et racket en vertu de la loi RICO, a dit Arthur, étalant des papiers sur son immense bureau. Il ne s'agit pas seulement de faire annuler ton divorce, James. Il s'agit de prison. Le jour où Carl a été arrêté à son bureau a été le jour où j'ai quitté ce studio pour m'installer dans un hôtel convenable. Des agents du FBI l'ont fait sortir menottes au poignet, tandis que ses associés et ses clients regardaient sous le choc depuis les fenêtres. Le juge Brennan a été arrêté cet après-midi-là pendant le déjeuner à son country club. Les journaux locaux ont diffusé l'histoire en boucle pendant des semaines. Un avocat spécialisé dans les divorces et un juge reconnu pris dans un immense scandale de corruption. Michel a appelé, hurlant comme une malade quand les fédéraux ont tout gelé. « Qu'est-ce que tu as fait » a-t-elle crié, la voix complètement paniquée. « Comment est-ce possible ? Tu n'avais rien. » J'ai dit, très calmement, je n'avais rien. Tu pouvais le voir. Mon grand-père m'a enseigné cette leçon, mais il a fallu tout perdre pour vraiment la comprendre. Le divorce a été annulé en 2 mois. Michel a dû rendre la maison, l'entreprise et tout l'argent qu'elle n'avait pas claqué en bijoux, voitures et chirurgie esthétique. Carl, menacé de radiation et de lourdes peines de prison, l'a dénoncé pour sauver sa peau. Il a révélé qu'elle avait aidé à planifier toute l'affaire, qu'elle l'avait briefé sur ce qu'il fallait cibler et sur la façon de monter les enfants contre moi. Alex et Emma sont venus me voir après que la nouvelle a éclaté, pleurant avant même d'arriver à la porte. On leur avait montré de faux papiers, raconté des mensonges, manipulés comme des marionnettes par leur propre mère pour leur faire croire que j'étais un monstre qui les avait quittés pour le travail et l'argent. Emma a sangloté dans mes bras. Maman nous a montré des relevés bancaires avec ton nom sur des comptes aux Caïmans, des emails à des petites amies, des photos qui étaient fausses mais qui avaient l'air assez vraies pour nous tromper. Papa, on est tellement désolé, a dit Alex, la voix brisée. Elle nous a tout montré. Ça avait l'air si réel. Comment on était censé savoir qu'elle mentait ? Je leur ai dit qu'ils étaient mes enfants et qu'il n'y avait rien à pardonner. Ils étaient des victimes, eux aussi. Michel s'en est servi comme d'arme, les retournant contre moi pour gagner sa cause et me briser. J'ai vendu Carter Electrical Supply 6 mois plus tard pour 12 millions à Brennan Construction. Ils avaient toujours besoin d'un fournisseur et voulaient s'éloigner du scandale. J'avais plus d'argent que je n'en avais jamais rêvé. Mais j'ai continué à vivre simplement, achetant une petite maison de 4 pièces dans un quartier tranquille, loin de Westchester et de la clique du club de golf qui m'avait lâché. J'ai créé la fondation Robert Carter, entièrement dédiée à l'éducation financière des familles ouvrières. Chaque mois, je donne des cours au centre social, expliquant les intérêts composés, l'investissement et la constitution d'un patrimoine durable sur le long terme. Je leur parle de mon grand-père, l'ouvrier qui en savait plus sur l'argent que n'importe quel diplômé de Wall Street. Le temps est votre meilleur atout, je leur dis. Ce n'est pas ce que vous gagnez qui compte, mais combien de temps vous le laissez fructifier. Danny dirige la fondation maintenant, et nous sommes redevenus frères après des années de séparation. Nous avons aidé 300 familles à ouvrir des comptes d'investissement, en leur enseignant ce que mon grand-père savait instinctivement. Michel est réceptionniste dans un cabinet dentaire maintenant, le même emploi qu'elle avait quand nous nous sommes rencontrés il y a 20 ans. Elle vit avec sa sœur dans un petit appartement, conduit une Toyota de 10 ans et vit avec le fait qu'elle a tout jeté par la fenêtre pour un type qui s'est dégonflé dès que les choses se sont corsées. Carl s'est fait virer du bar pour de bon et a écopé de 3 ans de prison fédérale pour fraude et racket. Le juge Brennan ? Il a pris 5 ans et perdu toute sa retraite. Il s'avère qu'ils truquaient des affaires ensemble depuis des années, ruinant des familles juste pour s'en mettre plein les poches. Parfois, la justice triomphe vraiment. Il suffit d'attendre. Mais vous savez ce que j'ai vraiment appris de tout ça ? Je le dois à mon grand-père, Robert. Il n'a jamais gagné plus de 15 000 $ par an,
a travaillé 40 ans à la même chaîne de montage et a porté le même costume à l'église pendant 20 ans. Cet homme avait compris quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais. Ce n'est pas toujours le plus rapide qui gagne, ni le plus fort qui remporte le combat. Parfois, ce sont les patients, les prudents. Ceux qui savent que le vrai pouvoir n'est pas de se montrer, mais de savoir ce que l'on garde caché. Je garde sa photo sur mon bureau maintenant, juste à côté de ce vieux carnet d'épargne jauni. Quand ces jeunes ambitieux viennent à la fondation, se vantant de leurs gains rapides et de leurs opérations tape à accent grave l'œil, je pointe cette photo. Cet homme a transformé 50 $ en 13 millions, je leur dis. Pas en trichant ou en arnaquant, ou en écrasant les autres. Mais avec patience, sagesse et en sachant que le temps, bien utilisé, est la chose la plus forte qui soit. Chaque soir avant de me coucher, je relis sa note. Ne leur montre jamais toutes tes cartes, James. Jamais. Il avait raison. La meilleure main, c'est celle que personne ne sait que tu as en main jusqu'à ce que tu la plaques sur la table et que tu rafles tout.